7 août 1942. L'île de Guadalcanal, île Salomon. La jungle exhalait une humidité si dense qu'on avait l'impression de mourir d'asphyxie sur terre ferme. La brume matinale s'accrochait aux pentes volcaniques, enveloppant les cocotiers de voiles fantomatiques. Le long de la crête orientale surplombant l'aérodrome à moitié construit, le lieutenant Tanaka Hiroshi de l'armée impériale japonaise était accroupi derrière une position camouflée, sa main posée sur la poignée d'un fusil Type 38 qui servait l'empereur depuis la guerre russo-japonaise. À travers le feuillage dense, il l'entendit d'abord, un grondement mécanique qui semblait secouer la terre elle-même, accompagné du cliquetis métallique de chenilles broyant corail et boue. Puis il le vit, le char américain M. Sherman émergeant de la lisière des arbres comme une bête disgracieuse, sa coque vert-olive striée de rouille et de crasse tropicale, son canon de 75 mm balayant de gauche à droite comme s'il cherchait une proie. Tanaka s'accorda un mince sourire. Derrière lui, ses compagnons d'armes chuchotaient entre eux, leurs voix mêlant curiosité et mépris. Les Américains avaient enfin amené leurs blindés tant vantés sur le théâtre du Pacifique et qu'avaient-ils produit? Cette silhouette anguleuse et haute qui ressemblait plus à un entrepôt roulant qu'à un véritable véhicule de combat. Tanaka avait étudié les rapports de renseignement lors de son entraînement au camp de Senji. Le Sherman pesait 30 tonnes, respectable, mais rien qui puisse inspirer la peur à un soldat qui avait été témoin de la puissance dévastatrice des chars moyens japonais, Type 37 Chi-Ha, roulant dans les rues de Nanjing et de Singapour. Le blindage du Sherman était par endroits riveté, une conception que les ingénieurs japonais avaient jugée primitive et vulnérable aux défaillances structurelles. Sa hauteur en faisait une cible facile, un fait qui semblait évident même aux yeux non entraînés. Le plus accablant de tout, le Sherman fonctionnait à l'essence, et non au diesel, ce qui signifiait qu'un obus anti-char bien placé pouvait transformer le véhicule entier en bûcher funéraire pour son équipage de 5 hommes. Les troupes japonaises lui avaient donné un surnom presque immédiatement, Shakogata Hitsugi, le cercueil en tôle sur chenille. Le nom se répandit dans les rangs avec la rapidité d'une fièvre tropicale, répétée dans les cantines et les trous de tirailleurs à travers les îles du Pacifique. C'était plus que de la moquerie, c'est un article de foi. Les Américains possédaient une capacité industrielle, oui, mais il manquait d'esprit guerrier, des siècles de tradition martiale qui coulaient dans les veines de chaque soldat japonais. Ces Sherman étaient les symboles de la mollesse américaine, d'une nation qui croyait que les guerres pouvaient être gagnées par la production de masse plutôt que par l'âme purifiée du samouraï. Quand les soldats de l'empereur regardaient le Sherman, ils y voyaient la confirmation de tout ce que leur commandant leur avait dit, que l'équipement américain privilégiait le confort de l'équipage à l'efficacité au combat, que le matérialisme occidental avait affaibli l'ennemi, qu'un soldat japonais valait 10 Américains parce que ces dernières craignaient la mort tandis que les premiers l'embrassaient. Ce que le lieutenant Tanaka et ses camarades ne pouvaient pas encore comprendre en regardant ce premier Sherman progresser lourdement à travers la jungle de Guadalcanal, c'est qu'ils assistaient au prélude à leur propre anéantissement. Ils ne comprenaient pas que les caractéristiques mêmes qu'ils raillaient, la rudeur du Sherman, son moteur à essence, sa construction rivetée, étaient les symptômes d'une philosophie stratégique si étrangère à la pensée militaire japonaise qu'elle aurait pu venir d'une autre planète. Ils ne pouvaient pas prévoir que dans les 3 ans, le Sherman deviendrait le héros mécanique de la défaite totale du Japon, un témoignage roulant de la terrible arithmétique de la guerre industrielle, apparaissant sur les champs de bataille depuis les îles Aléoutiennes jusqu'aux jungles de Birmanie, des atolls coralliens de Micronésie aux cendres volcaniques d'Iwo Jima. Et il ne pouvait certainement pas imaginer que la transformation psychologique qu'il subirait, du mépris à la peur, puis à un respect désespéré, reflèterait la transformation plus large du Japon lui-même, d'un empire qui croyait en la suprématie spirituelle à une nation contrainte de confronter la froide arithmétique de l'acier et du pétrole. Le Sherman que Tanaka observa ce matin-là disparaîtrait bientôt dans la jungle et la bataille de Guadalcanal se poursuivrait pendant 4 mois encore. Mais dans cette brève rencontre, dans ce moment d'observation méprisante, le lieutenant avait vu l'avenir sans le reconnaître. Le cercueil en tôle était arrivé, et il avait apporté avec lui la fin de tout ce que l'armée japonaise avait construit en 15 ans de conquête. Pour comprendre la profondeur de la méprise japonaise concernant le char Sherman, il faut d'abord saisir la philosophie des blindés de l'Empire et le contexte dans lequel elle s'est développée. L'armée impériale japonaise était entrée dans l'ère de la guerre mécanisée avec un scepticisme considérable
quant au rôle des chars dans le type de combat auquel elles s'attendaient. La géographie du Japon était composée de montagnes, de rizières, de jungles et de routes étroites, un terrain qui semblait hostile aux blindés lourds. Les premiers chars japonais, y compris le char moyen type 89 de la fin des années 20, reflétaient à cette réalité. Ils étaient légers, conçus principalement pour le soutien de l'infanterie plutôt que pour le combat char contre char, équipés de canons capables de détruire les nids de mitrailleuses et les fortifications de campagne, mais pas nécessairement les blindés ennemis. Cette philosophie sembla validée lors des campagnes japonaises en Mandchourie et en Chine tout au long des années 30. Le char léger type 15 Hago et le char moyen type 97 Chiha se montrèrent plus qu'adéquats contre des forces chinoises qui possédaient une capacité anti-char minimale. Les unités blindées japonaises connurent triomphe après triomphe, écrasant la résistance lors de l'incident du pont Marco Polo, de la bataille de Shanghai et du sac de Nanjing. Les chars devinrent des symboles de la supériorité technologique japonaise sur les Chinois et par extension la preuve de la capacité de l'Asie à maîtriser la science militaire occidentale et à la retourner contre les puissances coloniales. Lorsque les blindés japonais entrèrent à Singapour en février 1942, écrasant les défenses coloniales britanniques et capturant plus de 130 000 soldats alliés, cela sembla confirmer la pertinence de la doctrine japonaise en matière de chars. Mais ce succès masquait une dangereuse complaisance. Le développement des chars japonais avait effectivement stagné à la fin des années 30, alors que les ingénieurs américains, soviétiques et allemands s'engageaient dans une course effrénée pour développer des blindages plus lourds, des canons plus puissants et une meilleure mobilité. Les concepteurs japonais restaient à concentrer sur des véhicules légers, optimisés pour le continent asiatique. Les raisons étaient multiples. Contraintes de ressources, en particulier la pénurie d'acier de haute qualité et de chrome nécessaires aux plaques de blindage épaisses, limitation de la capacité industrielle qui rendait la production de masse de chars lourds problématique, et une culture stratégique qui priorisait les cuirassés et les porte-avions plutôt que les systèmes de guerre terrestre, car le destin du Japon, croyaient ces théoriciens militaires, se jouerait en mer. Plus significativement, l'armée japonaise avait développé une doctrine qui mettait l'accent sur la force spirituelle plutôt que sur la supériorité matérielle. Ce n'était pas de la simple propagande, bien que la propagande l'ait certainement amplifiée. Le concept de Seishin Kyoiku, éducation spirituelle, imprégnait l'entraînement militaire. On enseignait aux soldats que la volonté, la discipline et la dévotion à l'empereur pouvaient surmonter les désavantages matériels. Cette philosophie avait des racines historiques dans la victoire surprenante du Japon contre la Russie en 1904 et 1905, lorsqu'un Japon plus petit et moins industrialisé avait vaincu une grande puissance européenne grâce à un moral supérieur et à des compétences tactiques. La leçon tirée de cette expérience était que les facteurs spirituels pouvaient l'emporter sur les facteurs matériels, que la qualité du guerrier importait plus que la quantité de ses armes. Au moment où les États-Unis entrèrent en guerre en décembre 1941, cette doctrine s'était durcie en dogme. Les officiers de renseignement japonais qui étudiaient l'équipement américain se concentrèrent sur l'identification des faiblesses qui confirmaient leurs croyances préexistantes plutôt que sur une évaluation objective des capacités. Les rapports sur le Sherman qui commencèrent à apparaître dans les résumés des renseignements militaires japonais à la mi-1942 reflétaient ce biais. Oui, notèrent les documents, le Sherman possédait un canon de 75 mm et un blindage frontal relativement épais, jusqu'à 3 pouces par endroit, mais ces avantages étaient compensés par sa hauteur excessive de 9 pieds, qui le rendait visible à longue portée et vulnérable aux tactiques d'embuscade et en position de tir défilé. Oui, le Sherman était équipé d'un gyrostabilisateur qui lui permettait de tirer en mouvement, mais les tankistes japonais étaient entraînés à engager le combat depuis des positions dissimulées, où la mobilité était moins importante que la patience et la précision du tir initial. Oui, la doctrine américaine mettait de l'accent sur la coordination interarmes entre chars, infanterie, artillerie et soutien aérien. Mais une telle complexité était la preuve de la dépendance excessive américaine à la technologie plutôt qu'à l'esprit guerrier du soldat individuel. Les évaluations des renseignements incluaient des données qui auraient dû alarmer les commandants japonais. La capacité industrielle américaine pouvait produire des milliers de Sherman par mois dans plusieurs usines. Detroit Tank Arsenal, Fisher Tank Division, Lima Locomotive Works, Pressed Steel Car Company et d'autres. En revanche, la production de chars japonais atteignait un pic d'environ 200 véhicules par mois,
et il s'agissait principalement de chars légers inadaptés à la confrontation avec des blindés moyens. La fiabilité mécanique du Sherman était notée comme exceptionnelle. Son moteur radial Wright Continental et son système de suspension VVSS lui permettaient d'opérer pendant de longues périodes avec un minimum d'entretien, un avantage crucial sur le théâtre du Pacifique logistiquement difficile. Les rapports indiquaient que les équipages de Sherman recevaient un entraînement intensif, bien plus que les tankistes japonais, et que les unités blindées américaines avaient développé des tactiques sophistiquées lors d'opérations en Afrique du Nord contre les forces allemandes. Mais ces faits étaient infiltrés par le prisme de la supériorité culturelle. Les officiers japonais lisaient les mêmes rapports de renseignement et en concluaient que les avantages américains en production et en logistique ne faisaient que compenser les lacunes en esprit combatif. Le Sherman était peut-être nombreux, mais des chiffres sans qualité n'avaient aucun sens. Le Sherman était peut-être fiable, mais quelle gloire y avait-il dans une machine qui maintenait son équipage confortable plutôt que d'exiger son sacrifice ultime? Plus les analystes du renseignement examinaient le Sherman, plus ils y voyaient la confirmation de leur conviction sur la faiblesse américaine, sur une nation de marchands et de fermiers, se prenant pour des guerriers, sur un ennemi qui pouvait être vaincu par un moral supérieur et une ruse tactique malgré les désavantages matériels. Cette mentalité s'étendait à tous les rangs. Lorsque les soldats japonais ordinaires rencontrèrent pour la première fois les chars Sherman au combat, leur première réaction fut souvent un rire moqueur. Le profil du char semblait absurdement haut comparé au Type 97, plus bas. Sa construction rivetée paraissait grossière comparée au blindage soudé des conceptions japonaises ultérieures. Même son nom semblait doux, Sherman, du nom d'un général américain de leur guerre civile, dépourvu de la dignité poétique des désignations de chars japonais comme Hago, qui signifiait « troisième modèle ». Les troupes japonaises voyaient le Sherman et y voyaient l'Amérique elle-même, grande, maladroite, trop confiante, dépourvue de l'éthos raffiné du guerrier qui avait rendu le Japon invincible. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient catastrophiquement. 20 novembre 1953. Atoll de Tarawa, île Gilbert. Le récif corallien entourant l'île de Betio était devenu un cimetière. La marée du matin n'avait pas monté aussi haut que prévu, laissant les péniches de débarquement des marines échouer à des centaines de mètres du rivage, obligeant les hommes à patauger dans l'eau jusqu'à la poitrine sous un feu nourri des fortifications japonaises. Des corps flottaient parmi les têtes de corail, et le lagon avait rougi de sang. Mais à mesure que le soleil de l'après-midi montait, un son différent vint s'ajouter à la cacophonie de la bataille. Le grondement distinctif des chars Sherman déchargés de leurs véhicules de débarquement chenillés LVT, leurs moteurs rugissant tandis qu'ils se préparaient à assaillir les positions japonaises. Le major Yoshida Takeo, commandant une compagnie des forces spéciales de débarquement naval défendant la côte sud de Betio, observait à travers ses jumelles le premier Sherman émerger de l'eau. Son bunker en béton, renforcé de troncs de cocotiers et recouvert de sable corallien, avait résisté à 3 jours de bombardement naval. Ces hommes avaient mis hors de combat 2 Shermans précédents avec des canons antichars Type 97, et le moral restait élevé malgré la férocité de l'assaut américain. Yoshida avait servi en Chine et avait vu les blindés japonais submerger les positions ennemies. Il comprenait la guerre mécanisée. Alors que le Sherman commençait à avancer vers l'intérieur des terres, broyant le mur de la mer qui séparait la plage de l'arrière-pays, Yoshida donna l'ordre de tirer. Le canon anti-char Type 97 retentit d'un claquement sec, son obus perforant de 47 mm fonçant vers le Sherman à plus de 2000 pieds par seconde. L'obus frappa la tourelle du char sous un angle oblique et ricocha vers le ciel dans un déluge d'étincelles, ne laissant qu'une cicatrice brillante sur le blindage. Yoshida sentit son estomac se nouer. Les tireurs ajustèrent leur visée et tirèrent de nouveau. Cette fois, l'obus frappa le blindage frontal de la coque du Sherman, et de nouveau, il dévia, l'ogive perforante échouant à percer l'acier homogène laminé. La tourelle du Sherman commença à pivoter, le canon de 75 mm traquant la source des tirs avec une précision mécanique. Ce qui se produisit ensuite allait se répéter sur des centaines de champs de bataille du Pacifique au cours des 2 années suivantes. Le canon principal du Sherman tira, non pas avec le claquement sec du canon anti-char japonais, mais avec un grondement assourdissant qui semblait comprimer l'air lui-même. L'obus explosif frappa le bunker en béton avec une force dévastatrice. L'explosion pulvérisant corail et béton, la surpression tuant instantanément 2 des servantes du canon et laissant les survivants étourdis et saignant des oreilles.
Avant que Yoshida ne puisse se ressaisir, un deuxième Sherman apparut, puis un troisième, leur mitrailleuse balayant les positions japonaises d'un feu nourri et continu. Les chars avancèrent en coordination avec l'infanterie des Marines, les fusiliers utilisant les Shermans comme couverture mobile, tandis que les chars détruisaient systématiquement chaque bunker, casemate et position de combat qui se révélait en tirant. À la tombée de la nuit, le commandement du major Yoshida avait cessé d'exister en tant que force organisée. Sur les 120 hommes sous ses ordres ce matin-là, moins de 30 survécurent et la plupart d'entre eux étaient trop grièvement blessés pour continuer le combat. Les Shermans avaient accompli ce que 3 jours de bombardement naval et d'assauts d'infanterie massifs n'avaient pas réussi à réaliser. Ils avaient brisé la ligne défensive japonaise. Yoshida lui-même survécut à la bataille pour ne mourir que 3 jours plus tard lorsqu'un char lance-flamme, une variante du Sherman remplaçant son canon principal par un lance-flamme, incinéra le dernier bastion japonais de Betio. Dans son dernier rapport, rédigé dans le bunker en béton avant la fin, Yoshida écrivit des mots qui seraient plus tard retrouvés sur son corps par des officiers du renseignement américain. « Le blindage ennemi est bien plus redoutable que ce que l'on nous avait fait croire. Nous n'avons aucun moyen efficace de le contrer. Nos canons antichars sont inutiles. Notre situation est désespérée. » Ce schéma se répéta à travers la campagne du Pacifique central. À Kwajalein en février 1934, des chars légers japonais. Type 95 tentèrent de lancer une contre-attaque contre la tête de pont américaine, chargeant à travers un terrain découvert dans un assaut banzai désespéré. Les 8 chars japonais, pesant chacun moins de 8 tonnes et armés de canons de 37 mm, furent confrontés à un peloton de chars Sherman du 767e bataillon de chars. L'engagement dura moins de 10 minutes. Chaque char japonais fut détruit, la plupart par des tirs uniques qui pénétrèrent leur blindage fin et firent détonner leurs munitions. Pas un seul Sherman ne fut même endommagé. À Saipan, en juin 1944, la plus grande bataille de chars de la guerre du Pacifique se déroula lorsque 44 chars japonais Type 95 et Type 97 attaquèrent les positions américaines près de Sharan-Kanoa. Ils firent face à 60 chars Sherman des 2e et 4e divisions de Marines. La bataille se transforma en boucherie. Les commandants de chars américains rapportèrent que leurs canons de 75 mm pouvaient en pénétrer le blindage des chars japonais à des distances dépassant les 1000 yards, tandis que les tirs de riposte japonais ricochéèrent sans effet sur le blindage des Sherman même à bout portant. À l'aube, 31 chars japonais gisaient en flammes ou abandonnés. Pertes américaines, 3 Shermans endommagés, tous réparables, avec un total de 4 tankistes américains blessés. La réalité que les commandants japonais avaient refusé de reconnaître devenait désormais impossible à ignorer. Le Sherman n'était pas un cercueil de tôle, c'était une forteresse presque invulnérable comparée aux blindés japonais. Son moteur à essence, que la propagande japonaise avait présenté comme dangereusement inflammable, s'avéra remarquablement résistant dans la pratique. Le système de stockage humide des munitions, introduit en 1944, élimina virtuellement les incendies catastrophiques qui avaient ravagé les modèles précédents. Sa hauteur, raillée comme une vulnérabilité, offrait en réalité une dépression et une élévation de canon supérieure, permettant aux équipages des Sherman d'engager des cibles depuis des positions de défilement que les chars japonais, avec leurs mouvements de canon limités, ne pouvaient pas contrer efficacement. Sa fiabilité signifiait que les Sherman pouvaient opérer continuellement pendant des jours lors de batailles prolongées, tandis que les chars japonais tombaient fréquemment en panne en raison d'un mauvais entretien et d'un manque de pièces de rechange. Le plus dévastateur de tous était l'intégration interarmes que les forces américaines avaient perfectionnée. Les chars Sherman n'attaquaient jamais seuls. Ils avançaient aux côtés de l'infanterie qui neutralisait les équipes anti-chars avec des tirs de fusil et des grenades. Ils étaient appuyés par l'artillerie qui avait préplanifié des missions de tir défensif. Ils se coordonnaient avec des chasseurs bombardiers qui pouvaient frapper des cibles au-delà de la portée visuelle des chars. Cette doctrine, développée grâce à une dure expérience en Afrique du Nord et en Europe, s'avéra d'une efficacité écrasante contre les défenseurs japonais qui étaient entraînés à combattre individuellement ou en petites unités plutôt que dans le cadre d'un système mécanisé plus vaste. Les soldats japonais développèrent de nouveaux surnoms pour le Sherman, mais ceux-ci ne portaient aucune de la moquerie du Shakogata Itsugi original. Ils l'appelaient Tekki, le démon de fer. Ils l'appelaient Kotetsu no Bakemono, le monstre d'acier. Les vétérans qui survécurent à des rencontres avec les chars Sherman en parlaient avec un mélange de peur et d'admiration qui frôlait la superstition.
Certains soldats rapportèrent de croire que les Shermans étaient invulnérables, qu'aucune arme ne pouvait leur nuire, une perception qui dévastait le moral avant même que le combat ne commence. Les rapports d'après-action des unités japonaises mentionnaient fréquemment l'impact psychologique des attaques de Sherman. Le son de leurs moteurs approchant à travers la jungle induisait la panique. La vue de leurs canons se dirigeant vers une position faisait fuir les défenseurs. La certitude que des Sherman appuyaient une attaque faisait croire aux soldats que la résistance était futile. Cet effondrement psychologique eut des effets mesurables. À Pieleliu, en septembre 1944, les commandants japonais notèrent que les unités d'infanterie sous attaque de chars rompaient les rangs et fuyaient beaucoup plus fréquemment que les unités faisant face à un assaut d'infanterie seul, même lorsque le tir des chars n'était pas particulièrement précis. La présence des Sherman rendait les soldats japonais moins enclins à tenir leur position jusqu'à la mort, plus susceptibles de se replier sur des lignes défensives secondaires, plus enclins à abandonner leur équipement et leurs camarades blessés en fuite. L'esprit guerrier censé surmonter le désavantage matériel s'étiolait face à la violence systématique et mécanisée qu'incarnait le Sherman. La transformation de la dérision à la peur était totale. Mais la domination du Sherman s'étendait bien au-delà de son rôle d'arme sur le champ de bataille. Il représentait quelque chose qui frappait au cœur même de l'idéologie militaire japonaise, le triomphe de la production industrielle de masse sur l'esprit guerrier, la victoire de la logistique systématique sur la valeur individuelle, la subordination de la volonté humaine au processus mécanique. Considérez l'arithmétique. Entre 1942 et 1945, les usines américaines produisirent environ 49 000 chars Sherman dans diverses configurations. Ce nombre dépassait la production totale de chars japonais, tous types confondus, d'un facteur de plus de 20. L'arsenal de chars de Detroit à lui seul produisit plus de Shermans en 1943 que le Japon ne produisit de chars pendant toute la guerre. La capacité industrielle qui rendit cela possible était stupéfiante par son ampleur. La production de Sherman ne nécessitait pas seulement des usines de chars, mais tout l'écosystème économique qui les soutenait. Des aciéries produisant des blindages, des raffineries produisant de l'essence, des plantations de caoutchouc produisant des chenilles, des entreprises d'optique produisant des viseurs, des entreprises électriques produisant des radios et des gyrostabilisateurs, des centres de formation produisant des équipages de chars, des chantiers navals produisant des engins de débarquement pour livrer les chars, des navires marchands produisant le pétrole pour les alimenter, et le système agricole produisant la nourriture pour soutenir les travailleurs de toutes ces industries. Le Japon ne possédait rien de tout cela à cette échelle. En 1944, la production mensuelle d'acier américaine dépassait la production annuelle japonaise. La capacité de raffinage du pétrole américaine était 40 fois plus grande que celle du Japon. Les États-Unis possédaient un réseau ferroviaire transcontinental et un système routier national qui permettait aux matières premières et aux produits finis de se déplacer efficacement de l'extraction des ressources à la fabrication et au port. Le système logistique du Japon, en revanche, dépendait d'un transport maritime marchand vulnérable que les sous-marins américains détruisaient systématiquement, créant des pénuries critiques de pétrole, d'acier, de caoutchouc et de machines-outils. Même lorsque les usines japonaises tentaient d'augmenter la production de chars, elles étaient entravées par les ruptures d'approvisionnement, le manque de main-d'œuvre qualifiée, dont la plupart avaient été enrôlés dans l'armée, et les pénuries de chrome, de nickel et de molybdène nécessaires à l'acier de blindage de haute qualité. Le Sherman n'était pas seulement une arme, c'était la manifestation physique d'un système économique. Chaque char représentait des milliards d'heures de travail, des tonnes de matériaux stratégiques et la sophistication technologique nécessaire pour intégrer des dizaines de sous-systèmes en un ensemble fonctionnel. Lorsqu'un Sherman était mis hors de combat, les États-Unis pouvaient le remplacer en quelques semaines, souvent en quelques jours si les équipes de maintenance des dépôts pouvaient le réparer plutôt que le remplacer. Lorsqu'un char japonais était détruit, il était généralement perdu à jamais. Les véhicules de remplacement étaient rares et les réparations échouaient souvent par manque de pièces. Cela créa un fossé croissant où la puissance blindée américaine augmentait avec le temps, tandis que l'armure japonaise diminuait par attrition. Les planificateurs militaires japonais avaient compris ces chiffres intellectuellement. Les résumés de renseignements incluaient des données sur la production industrielle américaine. Mais comprendre les chiffres sur papier et y confronter leurs conséquences au combat étaient des expériences entièrement différentes. Lorsque les soldats japonais rencontrèrent des chars Sherman sur Guadalcanal en 1942,
il faisait face à peut-être une douzaine de véhicules soutenus par une chaîne logistique fragile. Lorsque les mêmes soldats, ceux qui survécurent, firent face aux Shermans à Okinawa en 1945, ils confrontèrent des centaines de chars appuyés par un système d'approvisionnement inattaquable qui pouvait remplacer les pertes plus vite que les défenseurs japonais ne pouvaient les infliger. La réalité mathématique de la guerre industrielle avait rendu la résistance japonaise non seulement difficile, mais finalement futile. Cette prise de conscience se manifesta dans la doctrine tactique japonaise de manière dévastatrice. Dès 1944, les commandants japonais avaient largement abandonné les opérations blindées offensives. Les engagements char contre char qui avaient caractérisé les premières batailles du Pacifique devinrent rares, car les chars japonais ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec les Shermans en combat direct. Au lieu de cela, les blindés japonais furent relégués à la défense statique, enterrés dans des ouvrages fortifiés ou dissimulés dans des grottes, utilisés essentiellement comme des casemates immobiles plutôt que comme des armes mobiles. Cela représentait un abandon complet de la doctrine des blindés, telle qu'elle était comprise dans la guerre moderne. Les chars existaient pour manœuvrer, exploiter les percées, créer des moments décisifs par la vitesse et le choc. Les réduire à des plateformes de tir stationnaires était un aveu de défaite totale dans la guerre mécanisée. Les tactiques anti-chars devinrent de plus en plus désespérées et suicidaires. Les fantassins japonais reçurent des mines anti-chars magnétiques et furent entraînés à ramper sous les chars Sherman pour les y fixer manuellement. Une tactique qui nécessitait d'approcher le char à portée de bras, tandis que les mitrailleuses tiraient au-dessus. Des escouades suicides transportèrent des charges à perches, des engins explosifs montés sur des perches de bambou, et reçurent l'ordre de courir directement sur les Shermans qui avançaient, espérant faire détonner les charges contre le blindage plus mince du côté ou de l'arrière du char avant d'être fauchés par les tirs de mitrailleuses. Ces attaques en vagues humaines contre les blindés représentaient l'expression ultime de la doctrine de la guerre spirituelle poussée à son extrême logique et horrifiant. Lorsque les armes matérielles échouaient, le soldat lui-même devenait l'arme, son corps le système de livraison des explosifs. Ces tactiques obtinrent des succès locaux, occasionnels, mais à un coût humain catastrophique. Pour chaque Sherman mis hors de combat par une attaque suicide, des dizaines de soldats japonais moururent en tentant des attaques similaires qui échouèrent. Le tribut psychologique était encore pire que les pertes physiques. Les soldats qui reçurent l'ordre de mener des attaques suicides contre des chars comprenaient parfaitement qu'on leur commandait de mourir non pas dans un combat susceptible de remporter la victoire, mais dans des gestes futiles contre un ennemi dont la supériorité matérielle était absolue. Cette connaissance corrodait le moral, favorisait le cynisme et contribuait à la désintégration de la cohésion des unités qui caractérisa les forces japonaises pendant la dernière année de la guerre. Le Sherman était devenu plus qu'une arme. Il était devenu le symbole de tout ce qui manquait au Japon. Profondeur industrielle, sophistication logistique, adaptabilité technologique et, plus important encore, une doctrine militaire qui reconnaissait la réalité matérielle plutôt que de la nier par des appels à la force spirituelle. 1er avril 1945. Préfecture d'Okinawa. L'invasion d'Okinawa a marqué la consécration ultime du Sherman durant la guerre du Pacifique. Près de 800 chars ont participé à l'opération, la plus grande concentration de blindés de l'histoire de ce théâtre d'opération. Ils ont fait face à un ennemi qui avait passé des mois à préparer des défenses élaborées, un ennemi qui avait tiré toutes les leçons de la lutte contre les blindés américains, un ennemi se battant pour la première fois sur le territoire souverain japonais depuis les invasions mongoles du XIIIe siècle. Le caporal Yamamoto Kenji, de la 32e armée, était à être accroupi dans un trou d'hommes camouflé, sur le versant arrière de la colline 168. Il serrait une mine anti-char Type 4, une charge creuse au bout d'une perche, nécessitant de frapper physiquement un char ennemi pour déclencher un détonateur à percussion et faire exploser la charge. Il avait reçu l'ordre d'attendre que les chars Sherman franchissent le sommet de la colline CI, puis de les charger pendant que leurs tourelles seraient pointées vers le bas, exposant ainsi leur blindage supérieur, plus fin. Le plan exigeait de lui qu'il chronomètre son attaque à la perfection, qu'il court en montée vers une cible se déplaçant peut-être à 8 km par heure, qu'il frappe la mine contre la coque avec une force suffisante pour déclencher la mèche, et qu'il survive d'une manière ou d'une autre à l'explosion, malgré le fait d'être juste à côté. Ses supérieurs n'avaient pas explicitement qualifié sa mission de suicide, mais Yamamoto savait que ses chances de survie étaient quasiment nulles. Il pensait à sa famille à Nagoya,
aux lettres qu'il avait écrites mais qu'il ne pouvait envoyer, car le service postal vers les îles natales était devenu au mieux sporadique. Il pensait aux émissions de propagande qui parlaient encore d'une victoire inévitable, du vent divin qui détruirait la flotte américaine, de l'esprit guerrier qui triompherait de la force matérielle. Et il pensait aux briefings de renseignement auxquels il avait assisté, où les officiers reconnaissaient en privé ce qu'ils ne diraient jamais publiquement, que le Japon avait perdu la guerre, que la bataille d'Okinawa n'était pas une question de victoire, mais d'infliger suffisamment de pertes pour que les Américains reconsidèrent leur exigence de reddition inconditionnelle. Le sol commença à trembler. À travers l'étroite ouverture de son trou d'homme, Yamamoto vit les Sherman apparaître au sommet de la colline, leurs coques se découpant en silhouette sur le ciel gris, leurs canons pointés vers le bas comme prévu. Il compta 6 chars avançant en formation, l'infanterie suivant derrière. Son entraînement l'avait préparé à ce moment. Il savait exactement ce qu'il était censé faire. Mais tandis qu'il observait le Sherman de tête approcher de sa position, qu'il voyait la tourelle balayer de gauche à droite à la recherche de menaces, qu'il regardait les fantassins américains communiquer avec l'équipage du char via le téléphone monté à l'arrière du char, Yamamoto sentit que son corps refusait de bouger. Ce n'était pas la lâcheté qui le paralysait. Yamamoto avait servi en Chine. Il avait déjà fait face aux tirs ennemis. Il avait vu des amis mourir et avait accepté qu'ils mourraient probablement aussi. Ce qui le figea sur place fut la compréhension soudaine et écrasante que sa mort n'accomplirait rien. Le Sherman qu'il pourrait éventuellement endommager avec sa mine anti-char serait remplacé en quelques jours. L'équipage qu'il pourrait tuer serait remplacé par d'autres Américains. La situation stratégique resterait inchangée. Il mourrait non pas pour l'empereur, non pas pour le Japon, pas même pour sa famille, mais comme un geste, une démonstration de loyauté dans une guerre déjà perdue. Les Sherman passèrent à moins de 9 mètres de sa position sans le détecter. Yamamoto resta dans son trou d'homme, immobile, écoutant le bruit de leurs moteurs s'estomper au loin. Quelques heures plus tard, lorsque les fantassins américains dégagèrent systématiquement la zone, il se rendit sans résistance, la mine anti-char inutilisée gisant à ses côtés dans la terre. L'expérience du caporal Yamamoto n'était pas unique. Dans tout Okinawa, les soldats japonais ont vécu des moments de prise de conscience similaires, des réalisations similaires selon lesquelles la force spirituelle ne pouvait vaincre la réalité matérielle incarnée par les chars Sherman et le système logistique qui les maintenait. La bataille d'Okinawa a duré 82 jours et a coûté la vie à plus de 100 000 soldats japonais et civils d'Okinawa. Mais bien avant la fin des combats, la bataille psychologique était terminée. Les troupes japonaises avaient cessé de croire en la victoire. Elles se battaient parce qu'elles craignaient davantage l'exécution pour désertion que les armes américaines, ou parce que la cohésion de l'unité et la loyauté de groupe les poussaient à rester avec leurs camarades, ou simplement parce qu'elles ne connaissaient aucune alternative. La domination du Sherman à Okinawa fut absolue. Les blindés américains ont détruit des centaines de fortifications japonaises, ont été le fer de lance de chaque avancée majeure et ont fourni la puissance de feu mobile qui a permis à l'infanterie américaine d'assaut des positions qui auraient autrement été imprenables. Les variantes Sherman Lance-Flamme ont délogé les troupes des grottes et des bunkers. Les variantes Sherman Booter ont dégagé les obstacles et comblé les fossés anti-chars. Les Sherman à canon de standard ont fourni un appui-feu direct plus efficace que l'artillerie, car les tankistes pouvaient voir leur cible et ajuster le tir en temps réel. Les défenses anti-chars de la 32e armée, soigneusement préparées et défendues avec acharnement, ont mis hors de combat environ 200 chars Sherman durant la campagne. Les États-Unis les ont remplacés plus vite qu'ils n'étaient perdus. Au moment où la résistance organisée a cessé fin juin, le Sherman s'était avéré incontestablement efficace. Il avait opéré efficacement sur tous les types de terrains que le théâtre du Pacifique pouvait offrir. Jungle, récifs coralliens, roches volcaniques, boue, rizières, zones urbaines et terrains montagneux. Il avait vaincu toutes les contre-mesures développées par les forces japonaises. Canons anti-chars, mines magnétiques, charges explosives sur perche, attaques suicides, trous d'hommes et positions fortifiées. Il avait évolué à travers de multiples variantes, booters, lance-flammes, lance-roquettes, fléaux de déminage, démontrant une adaptabilité que les blindés japonais n'avaient absolument pas. Plus important encore, il avait maintenu des taux de disponibilité opérationnelle supérieurs à 80%, même pendant des opérations de combat prolongées, ce qui signifie que pour 10 Sherman engagés au combat, 8 seraient encore fonctionnels des jours ou des semaines plus tard,
une norme de fiabilité que les blindés japonais n'ont jamais approchée. Le Sherman n'avait pas seulement remporté des batailles, il avait validé une philosophie de la guerre qui était fondamentalement étrangère à la tradition militaire japonaise. Il avait prouvé que le capitalisme industriel, correctement mobilisé, pouvait générer une puissance militaire que l'esprit guerrier seul ne pourrait jamais vaincre. Il avait démontré que la logistique systématique comptait plus que l'héroïsme individuel, que la maintenabilité l'emportait sur la performance brute, que la quantité possédait sa propre qualité lorsque cette quantité était soutenue par une capacité de remplacement et une profondeur logistique. Le char Sherman, moqué par les soldats japonais qui se croyaient des guerriers supérieurs, avait méthodiquement démantelé l'empire que ces soldats étaient morts pour préserver. On ne saurait surestimer le poids symbolique de la transformation du Sherman d'objet de dérision en instrument de défaite. Les soldats japonais avaient projeté leurs propres angoisses culturelles sur le char, voyant dans sa conception utilitaire une confirmation du matérialisme et de la faiblesse morale américain. Ils s'étaient convaincus qu'une nation de fermiers et de commerçants ne pourrait jamais égaler l'esprit combatif d'une race de guerriers forte de 2000 ans de tradition martiale. Le profil laid et carré du Sherman, si différent de l'allure élégante et prédatrice des Panzers allemands ou même des Type 97 japonais, semblait incarner la grossièreté américaine, la force brute et fruste d'une nation sans raffinement. Mais ces interprétations en disaient plus long sur la culture militaire japonaise que sur le Sherman lui-même. La conception du char privilégiait la survie de l'équipage, la fiabilité mécanique, la facilité de production et la maintenance sur le terrain. Toutes des vertus peu glorieuses qui semblaient lâches aux soldats élevés dans la conviction que la mort au combat était le plus grand des honneurs. Les concepteurs du Sherman s'étaient posé la question: comment construire un char qui puisse être fabriqué par dizaines de milliers, expédié à travers 2 océans, réparé par des mécaniciens peu formés, utilisé par des membres d'équipage n'ayant que quelques mois d'entraînement, et resté efficace contre les blindés et les fortifications ennemies? La réponse fut un véhicule qui sacrifiait la performance optimale dans une catégorie unique pour atteindre une performance adéquate dans toutes les catégories, un compromis qui offensait la préférence japonaise pour la perfection à la poursuite d'un idéal unique. Cette différence de philosophie de conception reflétait des différences culturelles plus profondes dans la manière dont chaque société comprenait la relation entre l'individu et le collectif, entre la volonté humaine et la contrainte matérielle, entre le sacrifice et le pragmatisme. La doctrine militaire japonaise considérait les soldats comme des ressources sacrifiables. La doctrine américaine considérait les chars comme des ressources sacrifiables. Les commandants japonais acceptaient un des taux de perte qui aurait été politiquement intolérable aux États-Unis, mais s'angoissaient de la perte de cuirassés et de porte-avions. Les commandants américains, en revanche, pouvaient accepter des pertes matérielles à une échelle qui aurait ruiné le Japon parce qu'ils savaient que les pertes seraient remplacées, souvent en quelques jours. Le Sherman incarnait cette philosophie. Il était suffisamment bon pour gagner, assez bon marché pour être perdu, et assez fiable pour que ses équipages puissent survivre et combattre à nouveau. Tout au long de la guerre du Pacifique, un équipement devint le symbole récurrent de ce fossé dans la philosophie militaire, la boîte de Sea Rations. Les soldats américains mangeaient des boîtes standardisées contenant viande, légumes, biscuits salés et desserts. Une nourriture suffisamment nutritive, sinon appétissante, une nourriture qui ne nécessitait aucune cuisson, une nourriture qui pouvait être stockée indéfiniment sous la chaleur tropicale. Les soldats japonais, par contraste, subsistaient grâce à des rations de riz qui exigeaient d'être cuites et manquaient souvent entièrement en raison de ruptures d'approvisionnement. Sur les îles coupées du ravitaillement, les troupes japonaises mouraient de faim par milliers. Les troupes américaines se plaignaient de la monotonie de ces rations mais n'eurent jamais faim. La même capacité industrielle qui produisait 49 000 chars Sherman produisit des milliards de boîtes de Sea Rations, et les deux servaient à le même objectif stratégique: maintenir les forces américaines au combat quelles que soient les conditions du champ de bataille. Les soldats japonais remarquèrent cette disparité. Les rapports d'après-action et les journaux intimes capturés mentionnent fréquemment l'abondance américaine avec un mélange d'envie et d'incompréhension. Comment une nation qui dorlotait ses soldats avec de tels luxes pouvait-elle l'emporter contre des guerriers qui embrassaient l'adversité? La question passait complètement à côté de l'essentiel. L'abondance américaine n'était pas du dorlotage, c'était un multiplicateur de force.
Des soldats bien nourris combattaient plus efficacement que ceux qui mouraient de faim. Des soldats qui savaient qu'ils seraient évacués s'ils étaient blessés combattaient plus agressivement que les soldats qui s'attendaient à être abandonnés. Des équipages de chars qui avaient confiance dans la fiabilité de leurs véhicules prenaient des risques tactiques que les équipages de véhicules peu fiables évitaient. Le Sherman et la boîte de Sea Rations faisaient partie du même système, un système qui traitait la vie humaine comme précieuse et les biens matériels comme remplaçables, plutôt que l'inverse. En 1945, même les officiers japonais les plus idéologiquement engagés comprenaient cela. Les rapports des services de renseignement des derniers mois de la guerre se lisaient comme des aveux d'échec systémique. Un rapport de juin 1945, trouvé dans les archives du quartier général de la 32e armée à Okinawa, déclarait avec une clarté remarquable « La supériorité matérielle de l'ennemi est absolue et ne peut être vaincue par des moyens spirituels. Nos soldats font preuve d'un courage admirable mais manquent des armes nécessaires pour transformer le courage en victoire. La disparité de capacité industrielle rend toute résistance continue stratégiquement dénuée de sens, bien que nous combattrons jusqu'au dernier homme comme le devoir l'exige. » Le document portait le sceau d'un officier d'état-major qui mourut 3 semaines plus tard lorsque l'artillerie américaine détruisit son bunker de commandement. Le Sherman était devenu, dans l'esprit des soldats japonais qui survécurent jusqu'à la fin de la guerre, quelque chose de plus qu'une arme. Il représentait l'erreur fondamentale au cœur de la grande stratégie japonaise, la croyance que la volonté pouvait vaincre la réalité matérielle, que la supériorité spirituelle de l'Asie pouvait vaincre l'avancée technologique de l'Occident, que les traditions guerrières forgées dans une société agraire pouvaient l'emporter contre la capacité du capitalisme industriel à la violence organisée. Le Sherman, produit en masse, fiable, efficace sinon exceptionnel, prouva que cette croyance était catastrophiquement fausse. Chaque fois que les soldats japonais entendaient le grondement des moteurs Sherman s'approchant à travers la jungle ou sur le corail, ils entendaient le son de leur idéologie s'effondrant. 15 août 1945, Tokyo. La voix de l'empereur crépitait à travers les haut-parleurs radio dans tout l'archipel, annonçant la capitulation. Dans un hôpital militaire à Yokohama, le lieutenant Tanaka Hiroshi, le même officier qui avait vu le premier Sherman à Guadalcanal près de 3 ans auparavant, gisait sur un lit, le corps couvert de brûlures sur 40% de sa surface. Il avait survécu au naufrage de son navire de transport par un sous-marin américain, 1 mois à la dérive sur un radeau, au paludisme, à la dysenterie, et finalement à une attaque au lance-flammes à Okinawa qui l'avait laissé plus mort que vif. L'hôpital n'avait ni morphine, ni antibiotiques, ni aucune sorte de fourniture au-delà des pansements et de l'eau. Tanaka écoutait la radio parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, et quand il entendit les mots de l'empereur, transmis avec une ambiguïté délibérée, parlant de supporter l'insupportable, sans prononcer explicitement le mot « capitulation », il sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de plus fondamental que sa chair brûlée. Il pensa au Sherman qu'il avait vu à Guadalcanal, celui qu'il avait rejeté comme un cercueil en tôle, un symbole de faiblesse américaine. Il pensa aux centaines de Sherman qu'il avait rencontrés depuis à New Georgia, à Bougainville, à Guam, à Peleliu, chacun semblant plus formidable que le précédent. Il pensa aux amis qui étaient morts dans des attaques futiles contre ses chars, leurs corps déchiquetés par les tirs de mitrailleuses ou écrasés sous les chenilles. Il pensa à l'empire que sa génération avait été éduquée à croire invincible, destiné à régner sur l'Asie, protégé par la faveur divine et l'esprit guerrier. Et il comprit, avec une clarté que 3 ans de combat n'avaient pas réussi à lui apporter, que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge construit pour servir les ambitions d'hommes qui avaient envoyé des millions de personnes mourir pour une cause condamnée dès le début. Le Sherman n'avait pas vaincu le Japon. Le Sherman fut simplement la manifestation la plus visible des forces qui avaient vaincu le Japon. Une capacité industrielle que l'Empire ne pourrait jamais égaler, un système logistique qu'il ne pourrait jamais reproduire, une volonté de traiter les soldats comme des atouts précieux plutôt que des ressources sacrifiables et, fondamentalement, une reconnaissance que la guerre moderne se gagnait par l'application systématique de la puissance matérielle plutôt que par des appels mystiques à la supériorité spirituelle. Le Sherman fut le messager qui délivra cette vérité de la manière la plus brutale possible, un engagement après l'autre, à travers des milliers de kilomètres d'îles du Pacifique et du continent asiatique, chaque bataille étant une autre leçon dans la mathématique de la guerre industrielle.
Tanaka survivrait à ses blessures, bien qu'il porterait les cicatrices pour le reste de sa vie. Dans les décennies après la guerre, durant la transformation remarquable du Japon d'empire militariste en puissance économique, il parlerait occasionnellement aux étudiants de ses expériences. Il ne glorifia jamais la guerre, n'affirma jamais que le Japon avait combattu pour de nobles desseins. Au lieu de cela, il parla du char Sherman, du moment où il l'avait d'abord rejeté comme indigne de respect, et de la façon dont ce rejet résumait tout ce qui n'allait pas dans la culture militaire qui avait mené le Japon à la catastrophe. Le Sherman, disait-il à ses auditoires, lui avait enseigné la leçon la plus importante de sa vie, que la réalité ne se plie pas à la croyance, que souhaiter qu'une chose soit vraie ne la rend pas telle, que la force d'une nation ne se mesure pas au courage de ses soldats, mais à la sagesse de ses dirigeants et à la durabilité de sa stratégie. De l'autre côté du Pacifique, dans les pays qui avaient souffert sous l'occupation japonaise, le symbolisme du Sherman revêtait des significations différentes, mais un poids égal. Aux Philippines, où les forces américaines et philippines avaient utilisé les chars Sherman pour libérer Manille lors de combats de rue brutaux qui laissèrent la ville en ruine, les chars représentaient la délivrance de 3 années d'occupation rigoureuse. Les combattants de la résistance philippine, qui avaient combattu aux côtés des blindés américains, parlaient des Sherman avec révérence, comme des anges mécaniques qui avaient brisé le pouvoir d'un empire ayant commis d'innombrables atrocités contre les civils. Les chars avaient roulé dans les rues, longeant les carcasses calcinées de bâtiments où les troupes japonaises avaient massacré des milliers de personnes lors de leur retraite finale, et dans ce contexte, l'efficacité utilitaire du Sherman ne semblait pas froide mais miséricordieuse, une arme qui mettait fin à l'horreur par une force écrasante, plutôt que de prolonger la souffrance par l'indécision. En Birmanie, où les chars Sherman de la 14e armée britannique et des forces américano-chinoises s'étaient frayé un chemin à travers la jungle et la mousson pour rouvrir la route de Birmanie, le symbolisme était plus complexe. Les chars représentaient la libération de l'occupation japonaise, mais aussi le retour du colonialisme britannique, une double signification qui influencerait les mouvements d'indépendance d'après-guerre. Les civils birmanes qui virent les chars Sherman écraser les positions défensives japonaises ressentaient un soulagement face à la défaite de l'occupant, mais aussi une appréhension quant à ce qui allait suivre. Le Sherman avait mis fin à une forme de domination étrangère, mais ne pouvait pas répondre à la question plus profonde de savoir si les nations asiatiques seraient autorisées à déterminer leur propre avenir ou si elles ne feraient qu'échanger un ensemble de maîtres contre un autre. Et en Corée, qui souffrait sous la domination coloniale japonaise depuis 1910, la nouvelle de la défaite du Japon apporta une jubilation même si la plupart des Coréens n'avaient jamais vu un char Sherman pendant la guerre. Le mouvement d'indépendance coréen, qui avait lutté pendant des décennies contre l'oppression japonaise, comprit que la défaite militaire du Japon avait été rendue possible par la puissance industrielle américaine. Le char Sherman, bien qu'il n'ait jamais combattu sur le sol coréen pendant la Seconde Guerre mondiale, fit partie du paysage symbolique de la libération. Le Gwangbok, la restauration de la lumière, la fin des ténèbres. Les activistes de l'indépendance coréenne en exil avaient suivi les progrès de la guerre du Pacifique avec un espoir désespéré, comprenant que la défaite du Japon était la seule voie vers la liberté coréenne. Quand ils apprirent la capitulation, ils savaient que quelque part dans ce calcul de la défaite se trouvait l'impact cumulatif de milliers de chars Sherman, réduisant en poussière la puissance militaire japonaise à travers le Pacifique. Pourtant, la libération fut douce amère. La liberté de la Corée vis-à-vis du Japon se fit au prix d'une division immédiate, l'Union soviétique occupant le nord et les États-Unis occupant le sud, un arrangement temporaire qui allait se transformer en une partition permanente. Et 5 ans plus tard, les chars Sherman retourneraient en Corée dans des circonstances radicalement différentes, menant une autre guerre, leur rôle transformé de libérateur en participant à un conflit civil qui ferait des millions de victimes et laisserait la péninsule, divisée jusqu'à ce jour. L'histoire du Sherman ne s'est pas achevée en 1945. Elle s'est poursuivie à travers les complexités de la guerre froide, son sens étant continuellement réécrit par les contextes dans lesquels il est apparu. L'épilogue n'est pas écrit avec des mots, mais dans l'acier et la mémoire. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, des centaines de chars Sherman ont été préservés comme monuments. Ils se dressent dans les musées et les parcs à travers le Pacifique, à Pearl Harbor, sur Guam, aux Philippines et partout aux États-Unis continentaux. Certains sont maintenus en parfait état, leur système mécanique toujours fonctionnel, leur blindage repeint selon les spécifications d'usine. D'autres ont été laissés à la rouille, le corail et la jungle les reprenant lentement, leurs coques
décoré de graffitis ou délavé par les embruns, chaque Sherman préservé représente un choix sur la façon de se souvenir de la guerre, sur les aspects de cette vaste catastrophe qui mérite d'être commémorée, sur les leçons que le passé devrait enseigner au présent. Au Japon, aucun monument ne célèbre les chars japonais. Les musées militaires existants présentent la guerre comme une tragédie plutôt qu'un triomphe, soulignant la souffrance plutôt que la gloire, reconnaissant la défaite plutôt que de revendiquer une victoire morale. Lorsque des vétérans japonais âgés visitent ces musées, ils s'attardent rarement devant les expositions de chars Type 97 ou Type 95. Ces véhicules n'évoquent aucune nostalgie, n'inspirent aucune fierté. Ce sont des reliques d'une idéologie défaillante, des preuves physiques des illusions qui ont mené le Japon dans une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Les vétérans s'arrêtent plutôt devant des photographies de villes détruites, de civils blottis dans les ruines, des nuages en forme de champignons sur Hiroshima et Nagasaki, des images qui représentent les conséquences d'un aventurisme militaire poursuivi au-delà de la rationalité. La transformation du Sherman, d'objet de dérision à symbole de défaite, raconte une histoire qui va bien au-delà du simple matériel militaire. Elle témoigne de la capacité humaine à l'auto-illusion, à croire ce que nous souhaitons être vrai plutôt que d'affronter des réalités inconfortables. Les soldats japonais qui ont d'abord moqué le Sherman comme un cercueil de tôle n'étaient ni stupides ni ignorants. Ils étaient les produits d'une culture qui leur avait appris à privilégier les facteurs spirituels sur les facteurs matériels, à faire confiance à l'éthos guerrier qui avait bien servi le Japon lors de conflits antérieurs contre des adversaires pré-industriels. Leur moquerie n'était pas de la simple arrogance, mais la conclusion logique de tout ce que leur société leur avait enseigné sur les sources de la puissance militaire. La tragédie n'était pas qu'ils aient commencé avec des hypothèses incorrectes. Toute armée commence chaque guerre avec des hypothèses incorrectes, mais que la culture militaire japonaise manquait de la flexibilité nécessaire pour réviser ces hypothèses lorsque les preuves les contredisaient. Même lorsque le Sherman démontrait son efficacité bataille après bataille, la propagande japonaise continuait d'insister sur le fait que les avantages matériels américains étaient compensés par des faiblesses morales, que le vent tournerait grâce à la force spirituelle et qu'une intervention divine assurerait la victoire. Ce refus de reconnaître la réalité a directement conduit aux décisions catastrophiques de 1944 et 1945, la défense d'îles indéfendables, le sacrifice de soldats irremplaçables, la poursuite d'une guerre déjà perdue. Le Sherman représente la philosophie inverse, une reconnaissance pragmatique des contraintes matérielles, la volonté d'accepter une performance adéquate plutôt qu'optimale, la priorité accordée à la durabilité plutôt qu'à la perfection et, plus fondamentalement, le respect de la réalité que les guerres sont gagnées par l'application intelligente des ressources plutôt que par la seule volonté. Le char n'a jamais été le meilleur dans aucune catégorie spécifique. Les Panthers allemands avaient un meilleur blindage et de meilleurs canons. Les T-34 soviétiques une meilleure mobilité, les Churchills britanniques une meilleure fiabilité, mais le Sherman a atteint un meilleur équilibre général entre performance, productibilité et maintenabilité que n'importe quel autre modèle contemporain. Il était suffisamment bon pour gagner, et en guerre, être suffisamment bon est tout ce qui compte. Cette leçon va bien au-delà de l'histoire militaire. La réhabilitation du Sherman témoigne de l'importance de l'humilité institutionnelle, de la création de systèmes capables de reconnaître leurs erreurs et de s'adapter en conséquence, de la mesure du succès par les résultats plutôt que par l'adhésion à une idéologie. L'incapacité de l'armée japonaise à réviser sa doctrine face aux preuves d'échec n'était pas unique au Japon ni à ce moment historique. Elle représente une faiblesse humaine universelle, la tendance à s'entêter dans des stratégies perdantes plutôt que d'admettre nos erreurs, à interpréter des preuves ambiguës comme confirmant nos croyances préexistantes, à privilégier la loyauté envers les récits de groupe plutôt que l'évaluation individuelle de la réalité. Chaque organisation, chaque société, chaque individu est confronté à des moments Sherman, des moments où les preuves contredisent des croyances chéries, où la réalité refuse de se conformer aux attentes, où la voie à suivre exige d'abandonner des hypothèses qui semblaient autrefois incontestables. Notre façon de réagir à ces moments détermine si nous survivons et nous adaptons ou si nous nous accrochons à des stratégies défaillantes jusqu'à ce que la catastrophe devienne inévitable.
Les soldats japonais qui se moquaient du Sherman en 1942 et le craignaient en 1945 ont appris cette leçon de la manière la plus difficile qui soit, par la mort de millions de personnes et la destruction de leur empire. Le Sherman perdure dans la mémoire non pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il était adéquat à grande échelle. C'était le bon char pour la guerre que l'Amérique devait mener, une guerre d'attrition sur de vastes distances, où la logistique déterminait davantage les résultats que le génie tactique, où la durabilité importait plus que la performance de pointe, où la capacité à remplacer les pertes dépassait l'importance de les prévenir. Dans une guerre différente, contre un ennemi différent, les limitations du Sherman auraient pu s'avérer fatales. Mais dans la guerre du Pacifique, contre un ennemi qui avait bâti sa stratégie sur de fausses hypothèses concernant le caractère et les capacités américaines, le Sherman était exactement ce qu'il fallait. Et c'est peut-être la leçon la plus durable de toutes. Le Sherman a réussi non pas en étant parfait, mais en étant approprié à son contexte, non pas en surpassant tous ses concurrents dans chaque métrique, mais en atteignant une capacité suffisante dans suffisamment de dimensions pour accomplir sa mission. Il a été conçu par des ingénieurs qui avaient compris que la guerre n'est pas gagnée par le camp possédant les meilleures armes individuelles, mais par le camp dont les armes fonctionnent ensemble, comme un système cohérent, soutenu par une logistique capable de maintenir les opérations indéfiniment et opéré par un personnel pouvant être formé dans des délais raisonnables et remplacé si nécessaire. L'armée japonaise avait recherché la perfection, le guerrier parfait, l'esprit parfait, la dévotion parfaite à l'empereur et à la nation. Ce qu'ils ont rencontré à la place, c'est la suffisance à une échelle écrasante, des chars Sherman qui étaient simplement suffisamment bons, produits en des quantités qu'ils ne pouvaient égaler, soutenus par une logistique qu'ils ne pouvaient interdire et opérés par des équipages qui privilégiaient de la survie à la mort héroïque. La confrontation entre ces philosophies n'a pas fait le poids. En 1945, le Japon avait perdu non seulement la guerre, mais aussi le cadre idéologique qui avait fait croire que la guerre était gagnable. Le Sherman n'avait pas seulement vaincu l'armure japonaise, il avait invalidé toute la structure conceptuelle selon laquelle les planificateurs militaires japonais comprenaient la guerre. Dans un entrepôt oublié aux abords de Séoul repose un monument que peu de gens visitent. C'est un char Sherman donné par l'armée américaine dans les années 1950, placé dans un parc pour commémorer la libération de la Corée du joug japonais. La peinture du char a rouillé par endroits et des enfants y grimpent parfois malgré les panneaux leur demandant de ne pas le faire. La plaque à côté, écrite en coréen et en anglais, décrit le rôle du char dans la défaite du Japon et l'obtention de la liberté de la Corée. Elle ne mentionne pas l'ironie que des chars Sherman soient revenus en Corée en 1950 pour combattre dans une guerre qui a divisé la nation que ce même char était censé libérer. L'histoire n'est jamais simple, et les symboles portent des significations que leurs créateurs n'avaient jamais prévues. Mais chaque 15 août, lorsque la Corée célèbre le Gwangbokjeol, le jour de la libération, des Coréens âgés visitent parfois ce parc oublié et se tiennent devant ce Sherman rouillé. Certains se souviennent de l'occupation japonaise, se souviennent du travail forcé et de la suppression culturelle, se souviennent de l'espoir désespéré que les ennemis du Japon l'emporteraient. Pour eux, le Sherman représente non pas la puissance militaire américaine, mais la possibilité de la liberté, la certitude que les empires peuvent être vaincus, que l'oppression ne dure pas éternellement et qu'une puissance matérielle correctement appliquée peut briser des chaînes que les seuls appels spirituels ne pourraient jamais desserrer. Les soldats japonais qui se moquaient du Sherman en le qualifiant de cercueil de tôle se trompaient sur le char, mais ils avaient raison sur une chose. C'était un cercueil. Ce ne sont juste pas des équipages américains qui y seraient enterrés. Le Sherman est devenu le cercueil de l'impérialisme japonais, le conteneur scellé dans lequel toute une idéologie a été mise au repos. Chaque casemate japonaise détruite, chaque bunker incendié, chaque ligne défensive brisée, représentait un clou de plus dans ce cercueil, une mesure de profondeur supplémentaire dans la tombe creusée pour un empire qui s'était cru invincible. Le cercueil de tôle était arrivé, méthodique et imparable, et il avait enseveli un empire sous le poids de ses propres illusions. Les rires moqueurs des soldats japonais en 1942 s'étaient tus en 1945, remplacés par le grondement des moteurs Sherman, un son qui représentait non pas seulement la défaite d'une nation par une autre, mais la victoire de la réalité matérielle sur la fantaisie spirituelle, de la compétence systématique sur l'héroïsme individuel, de l'humble suffisance sur l'arrogante perfection. Au final, le char Sherman était exactement ce qu'il semblait être,
Un instrument de guerre anguleux, fiable et produit en masse, conçu par des pragmatiques et opéré par des soldats ordinaires qui voulaient rentrer chez eux vivants. Il n'a jamais été destiné à être glorieux, jamais conçu pour inspirer l'admiration, jamais censé incarner une philosophie plus profonde que de faire le travail efficacement et de revenir intact pour combattre de nouveau le lendemain, qu'il ait accompli tout cela en démantelant un empire qui avait fondé toute sa stratégie sur les principes opposés, n'était pas ironique, mais inévitable. L'esprit guerrier n'a pas pu arrêter le Sherman. Rien n'a pu. C'était la leçon écrite dans l'acier à travers le Pacifique, apprise dans le sang par des soldats à qui on avait enseigné que l'esprit seul pouvait surmonter tout obstacle matériel, cru par des officiers qui avaient confondu la victoire sur des adversaires pré-industriels avec la suprématie militaire universelle, et enfin comprise par une nation vaincue qui devrait bâtir son avenir sur des fondations très différentes de celles qui l'avaient mené à la catastrophe. Le cercueil de tôle sur chenilles avait gagné, et en gagnant, il avait enseigné au monde ce que signifiait vraiment la guerre moderne, non pas un test de force spirituelle ou de valeur guerrière, mais un bilan des ressources, de la logistique, de la capacité de production et des froides mathématiques de l'échelle industrielle. Les soldats japonais qui s'étaient moqués du Sherman riaient à leur propre procession funéraire. Ils ne le savaient pas encore, tout simplement, mais ils apprendraient. Bataille après bataille, île après île, char après char, ils apprendraient. Et l'apprentissage de cette leçon leur coûterait tout,